Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Radio Fringale. Alors, c'est ma première fois pour présenter une émission, donc j'ai un peu la pression, mais aujourd'hui on va parler des gens qui souffrent en montagne, des gens qui souffrent sur le plat, des gens qui tirent la langue. On va faire un podcast sur des gens qui sont des battants. On va faire ça sur les lieutenants. Je suis accompagné par mes deux lieutenants, mes deux leaders, je sais pas comment les appeler, mais bonjour Titien, comment est-ce que ça va? Salut Lolo, et félicitations pour ta première animation d'émission sur Radio Fragal. C'est un vrai plaisir d'être ton lieutenant pour cette soirée, puisque effectivement on va parler des lieutenants. Donc voilà, j'écoute. Moi je suis en mode lieutenant qui a fini son travail là. Je suis avec la petite bière à côté de moi, voilà, pour passer un petit moment tranquille. Mais le dur travail, le dur labeur est derrière moi. Et alors pour m'accompagner, on va avoir notre cher Poppy avec nous. Alors, comment est-ce que ça va, Poppy? Salut à tout le monde. Écoute, ça va très très bien. Très content d'être là pour ce petit top 10 sur les lieutenants. Et très content aussi d'être ton lieutenant pour ce soir sur ta première émission animée, Loïc. J'espère que t'as pas trop la pression parce que si jamais t'arrives à mi-chemin et qu'en haut d'école tu nous chopes une fragale, on est mal barré avec Titien. Je sais pas, mais avec un coéquipier qui boit de la bière, je sais pas si je vais aller très très loin, mais j'espère gagner le Tour de France cette année. Ouais, la bière, tu sais, faut revoir ces reportages des années 60-70, hein. Ils étaient là quand il y a la canicule, on se boit 4-5 pintes, comme ça va aller mieux, on s'hydrate, donc moi j'ai un peu suivi ces consignes-là de l'époque, quoi, voilà. Eh bien, je sais pas, je vais aller très loin, mais en tout cas, je peux vous rappeler qu'on peut s'abonner, vous pouvez laisser un like à cette vidéo, et aussi on peut rappeler que la rédaction fait un super boulot sur Facebook et sur tous les réseaux sociaux. Donc, si vous avez envie de voir des bien meilleures analyses que les miennes, vous pouvez aller voir sur les commentaires écrits. Non, mais tes analyses lors des podcasts sont excellentes aussi, hein, Loïc. Moi, t'es la révélation de l'année, hein, si on doit en faire une pour les awards chez Radio Fragal. Donc, t'inquiète pas pour ça. C'est bien facile, je suis le seul, donc je vais gagner le titre facilement. Mais écoutez, messieurs, je vais vous poser la question. J'aimerais bien savoir quels ont été vos critères pour faire ce top 10. Est-ce que vous avez bien galéré à le faire, ce top 10? Ouais, pour moi, c'est un des plus galères que j'ai fait depuis qu'on fait écrase les pédales, parce que finalement, en fait, c'est pas des... En fait, ça va être des noms connus, mais c'est pas quand même des coureurs, les lieutenants dont on a l'habitude de plus parler. Souvent, on parle de coureurs qui brillent parce qu'ils gagnent des courses, et pourtant, il y aura des mecs dans ce classement qui ont gagné des courses, mais c'était pas facile parce que pour moi, il y a deux composantes. Un lieutenant, c'est un équipier, mais qui est pas qu'un simple équipier. C'est-à-dire que j'ai pensé au début à plein de mecs, et je me suis dit, mais non, mais en fait... il fait pas assez cet équipier-là, certes c'est un excellent équipier, mais il fait pas assez la différence, et c'est ça qui va caractériser le lieutenant. Et plus on va avancer dans mon classement, et plus ça va être des mecs grosso modo qui ont fait des passes D à leur leader, c'est-à-dire que ils ont fait un tel boulot pour le leader que celui-ci avait qu'à conclure, ou en tout cas ils ont déclenché des mouvements de course, des choses qui ont été décisives vraiment pour les leaders. Donc voilà ce que c'est un bon lieutenant pour moi, un équipier mais qui est bien décisif et qui fait la différence. Et pour toi, Poppy? Non, mais globalement, je suis très d'accord avec Titien. Je rajouterais aussi que pour moi, le lieutenant, c'est celui qui va se sacrifier pour son leader et qui a vraiment cet aspect de... il sait qu'il est lieutenant, il n'a pas cherché à faire plus, mais il fait très très bien son rôle. On en connaît beaucoup des lieutenants, on va beaucoup en citer, et je pense que ça peut faire aussi beaucoup de débats. Et pour moi, un lieutenant, c'est aussi quelqu'un qui... est là où entre la difficulté du critère, c'est que pour moi, un lieutenant... c'est un gars qui arrivera pas à passer le stade de leader, et qu'en tant que leader, il y aura forcément un blocage. Et c'est quelqu'un qui est capable de vraiment mettre tout ce qu'il a et de tirer le meilleur de son potentiel pour son équipe, justement. Et pas un gars qu'on peut retrouver, en fait, où il va changer d'équipe et aller gagner moult courses. Donc, très difficile ce classement. Mais en tout cas, hâte de débattre de ça avec vous, et puis hâte aussi de débattre avec les abonnés dans la section commentaires. Et donc, pour vous, monsieur, un lieutenant n'a pas le droit de gagner, alors? Pour moi, si, en tout cas, si. Alors, c'est peut-être pour ça que ça va être intéressant. On a peut-être des visions différentes, et du coup, un classement différent. Je pense que l'écrase les pédales, où, voilà, on se souvient des écrase les pédales de puncher ou de sprinter, où on retrouvait un petit peu les mêmes noms, finalement, parce que, objectivement, c'est des mecs qui se sont démarqués. Là, il y a pas mal de subjectivité, je pense, là-dedans. Et moi, si, grosso modo, dans le haut du panier, c'est des mecs
justement c'est les meilleurs lieutenants possibles parce que à côté de ça, c'est des mecs qui dans d'autres équipes auraient pu être leaders. Donc pour moi, un lieutenant, c'est c'est un mec qui pouvait gagner. C'est pas forcément un un nom de champion qu'on va retenir dans 20 ans, mais c'est quand même un mec qui individuellement est capable d'aller chercher un gros résultat, mais qui a quand même préféré passer. C'est mieux comporté et au final, c'est des mecs dont je retiens plus leur côté décisif en tant qu'équipier plutôt que leur victoire à côté. Eh bien, moi je pense que ça a été, surtout, je me disais, est-ce que le leader aurait pu gagner sans la personne? Est-ce qu'il y aurait eu autant de victoires ou est-ce qu'il y aurait eu ce grand tour dans la besace s'il n'avait pas été là? Et ça a été un de mes gros critères. Et sinon, c'était est-ce que quelqu'un peut étirer le peloton juste avant un gros col ou est-ce qu'on peut vraiment faire tirer la langue de tout le monde? Est-ce que c'est les plus gros moteurs? Est-ce que c'est pour moi un lieutenant ça c'est un très très gros moteur et ça a été un de mes critères principaux. Bon, moi je pense qu'on peut commencer ce top 10. Titien, est-ce que tu peux commencer? Petite zone de collecte quand même, non? Parce que moi j'ai. Ah oui, zone de collecte. Excusez-moi. Ouais, pas de souci. C'est erreur de parcours. Erreur de parcours dès le début. Mais la zone de collecte, oui. Mais ouais, il y a quand même des mecs qui se sont heurtés. Je pense on est d'accord à cette petite barrière du top 10. Moi j'ai pas mal de noms en vrac, mais il y en a un qui me tenait à cœur quand même. C'est Michael Cherel, fidèle lieutenant de Romain Bardet. Pour moi, il a fait quand même une belle passe décisive sur ce Tour de France 2016. Si Bardet finit deuxième du Tour, c'est en grande partie grâce à Michael Cherel qui lui a fait faire une descente incroyable de, je sais plus quel col, je sais plus si vous avez c'était où là, je me souviens, c'était à Saint-Gervais-Mont-Blanc, je crois, à l'arrivée. Et dans la descente du col précédent, ils partent tous les deux. T'as Chris Froome qui se retrouve au sol avec Nibali, etc. Et voilà, enfin. Je pouvais pas le rentrer dans mon top 10 chez parce qu'il y a des plus gros leaders, il y a des plus gros mecs en tout cas dans mon top 10, mais coup de cœur quand même pour Michael Cherel qui a été un fidèle équipier et surtout pour moi qui est le lieutenant de Romain Bardet qui, voilà, si Romain Bardet fait deuxième du Tour, je trouve que c'était pas le tour où il était le plus fort, en tout cas c'était pas le deuxième plus fort de ce tour, mais grâce à cette passe D de Michael Cherel qui a fait une descente incroyable, voilà, Romain Bardet est derrière aller chercher ce résultat, donc je tenais à le mettre dans mes mentions honorables. Et toi, Bobby? Ouais, je suis d'accord, le nom de Cherel, j'ai pensé direct, j'ai repensé à 2016 où justement il attaque avec Romain Bardet et justement Bardet aussi manque de tomber en manquant de se prendre une voiture. Donc ouais, évidemment, on y pense forcément, c'est pas le meilleur des lieutenants qu'on ait pu connaître, c'est pas le plus impactant, mais en tout cas ce qu'il a fait ce jour-là et cette année-là en 2016, Bardet lui en doit beaucoup. Ouais, je suis d'accord avec toi, Titien. Est-ce que vous avez d'autres noms qui rentrent dans votre tête, d'autres moments? Ouais, moi j'en ai un. Alors c'est plus sur un moment clé. Je pouvais pas les mettre parce que pour moi c'est des gars qui ont été lieutenants sur une période trop courte ou justement que sur une année. Mais tu vois un mec comme je les mets un peu dans la même catégorie, mais comme Nils Politt ou David Gaudu, tu vois. David Gaudu 2019, pour moi c'est en termes de lieutenant c'est vraiment très très fort. Voilà ce qu'il fait au Tourmalet, ce qu'il fait aussi en fait sur tout le tour cette saison-là. Globalement c'est vraiment impressionnant. Thibaut Pinot avait ce jour-là un lieutenant exceptionnel, mais voilà, David Gaudu s'est reconverti aussi maintenant en leader de la Groupama, donc c'est pour ça que je pouvais pas le mettre, mais cette performance sur le Tour 2019, elle était pour moi, elle était vraiment très impressionnante. Il fait vraiment céder beaucoup de monde dans la montée du Tourmalet, donc voilà, je voulais le citer. Et puis Nils Politt, pour aussi ce côté capable de rouler à bloc sur le plat, on le connaît, Nils Politt, très très gros rouleur, mais aussi qui, en fait, sous cette capacité de lieutenant, peut faire des débuts d'ascension de col pendant 10 bornes à 7% en faisant le travail pour Pogacar notamment. Donc voilà, Nils Politt, je voulais aussi le citer par rapport à ça, mais voilà, donc là je prends vraiment que des coureurs pour moi qui m'ont impressionné sur une année ou sur une seule course, mais qui suffisaient pas du tout pour entrer dans le top 10 lieutenant, mais voilà, je voulais quand même les citer parce que c'était des performances qui moi m'avaient impressionné. Bien, moi j'ai un petit moment, enfin c'est plus un moment parce que c'est quelqu'un qui est devenu un ultra leader après et qui est en fait a fini par gagner des grands tours et gagner le Tour de France, le Tour d'Italie et la Vuelta. Pour moi, le moment où Chris Froome il amène Wiggins et qui lui fait gagner le Tour, c'était pour moi un énorme moment de lieutenant. Mais en fait, Froome, c'est pas du tout un lieutenant pour moi. Il mérite pas du tout ce titre-là. Donc j'ai pas pu le mettre dans mon top 10, mais c'était vraiment, pour moi, c'est
un des moments c'est peut-être le moment le plus marquant d'emmener son leader, et en fait il est plus fort que le leader, donc en fait il l'attend, et c'était un gros moment de souffrance pour lui, mais je peux pas appeler Froome un lieutenant en fait. Ouais, et puis, Clairement. puis il était quand même plus fort que Wiggins, quoi. Donc il y avait quand même des petites tensions, à mon avis, entre les deux. Et puis d'ailleurs, on les a jamais revus en course sous le même maillot sur une même épreuve, sur une épreuve après ce Tour de France. Mais il a pris sa retraite après Wiggins, non? Bon non, il était encore en 2013, il était encore là. 2012, et je me souviens. 2012, il C'est gagne. 2012 où il gagne, je crois, ouais. Ouais. Et Mais il prend sa 2013, retraite juste après, non? Non, il tente le Giro après en 2013 et Ah ouais? Ah, Froome mince. prend le pouvoir sur le Tour. Mais en gros, grosso modo, je crois que ça s'était pas très bien passé finalement entre les deux et voilà. Mais moi, comme c'est bien que t'en parles parce que quand même cette image de Christopher Froome, je crois que c'est dans la Toussuire qui attaque là, et puis Wiggins qui est moins fort et qui explose dans la roue. Donc ah ouais, Froome, il s'est très très vite démarqué du rôle de lieutenant quand même. Mais bon, moi, j'avais pas trop aimé ce Tour 2012, hein, mais cette domination Sky là, c'était donc non, mais c'est marrant que t'en parles. Moi, j'avais deux autres derniers noms. J'avais petit hommage quand même à Michele Scarponi qui était pour moi le vainqueur du Giro 2011, qui était pour moi un leader, et après il a fait une super fin de carrière en lieutenant de Vincenzo Nibali chez Astana. Bon, depuis il est malheureusement décédé, mais j'avais un peu envie d'en parler parce que je trouve que ces 3 dernières années chez Astana, c'était vraiment un mec qui faisait souvent tout exploser pour Nibali, un mec vraiment exemplaire. Et puis un mec des années 2000, j'ai mis José Azevedo, portugais, d'abord lieutenant de Bellocchi chez Alaonce au début des années 2000, et puis voilà, le dernier lieutenant d'Armstrong à l'US Postal, je me souviens en 2004 notamment, il finit même 5e du Tour, donc un mec qui a fait plusieurs équipes à chaque fois dans ce rôle de lieutenant, qui était plutôt bon. Donc voilà, c'est des mecs que je pouvais pas rentrer dans mon top 10, mais qui me parlaient bien en tant que lieutenant. Eh bien, messieurs, est-ce qu'on commencerait pas ce top 10 alors? Et allons-y, fièrement. Alors, Titien, dis-moi. Eh bah écoutez, moi j'ai peut-être plusieurs Wout dans mon top 10, et je vais commencer avec un des Wout, c'est Wout Poels, moi que j'ai mis en 10e position de ce classement. Que dire, Wout Poels, un des plus grands lieutenants pour moi de Christopher Froome, même si j'en aurais d'autres après qui tiennent tout autant la comparaison, mais moi j'ai ce souvenir de Wout Poels, grimpeur assez impressionnant en fait, et les deux se ressemblaient beaucoup, deux mecs d'1m90, très grands sur leur vélo, et j'ai ce souvenir de Poels là qui souvent fait sur un rythme incroyable, fait exploser tout le monde en montagne. C'est lui également qui fait dans l'Angliru là en 2017, quand Contador gagne sa dernière victoire, qui est obligé de ralentir pour attendre Chris Froome. J'ai l'image de Wout Poels en 2016, alors que certains des protagonistes du Tour tentent des attaques, lui il est en train d'annihiler toute tentative en buvant une canette de coca. Enfin voilà, en fait j'ai très mal vécu les Tours de ces années-là, qui étaient, je trouve, d'un ennui mortel. Et alors j'ai rien contre Wout Poels, hein, mais il était un des grands artisans de cet ennui, parce que je le trouvais tellement fort en montagne que il annihilait toute chance, et que finalement personne n'attaquait avant les 2 derniers kilomètres au bout d'un moment. Donc voilà, je l'ai pas mis plus haut parce que je pense qu'il y a des lieutenants qui sont plus marquants, mais ouais, Wout Poels, c'est un coureur qui en plus derrière a réussi à aller chercher des victoires un peu par-ci par-là, notamment une belle victoire d'étape l'an dernier sur le Tour. Donc 10e position, ça me paraissait approprié pour le grand Wout Poels. Eh bien, moi, je vais te dire qu'il il est un peu plus haut dans mon classement, mais il est présent dans mon classement. De même. Eh bien, Poppy, est-ce que si on a rien d'autre chose à dire sur Wout Poels, est-ce que tu ne donnerais pas notre 10e position? Ouais, bah moi j'ai fait une classique, j'ai mis deux mecs en 10e position. Oh là là, ça triche. Oui, Aïe, aïe, aïe. désolé. Ça triche, Sacha qui Attends, crame les pédales c'est le maintenant. petit plaisir. C'est pas de la triche, c'est le petit plaisir. Non, mais Oh, en fait, moi, j'ai j'avoue mis que j'en deux ai gars plusieurs. qui pour moi, bah tu vois, t'as bien raison. J'ai mis 2 mecs qui pour moi, bah déjà sont dans la même équipe et ont le même leader. Mais j'ai mis Yates et Almeida. Alors, je sais que c'est pas vraiment des lieutenants parce que il y a, voilà, on sait qu'Almeida, on l'a vu sur le Giro on l'avait vu sur le Giro en tant que leader. On connaît Adam Yates, voilà, aussi en tant que leader. Mais pour moi, c'est 2 mecs qui vont maintenant être restreints à un rôle de leader. Donc c'est vraiment dans le futur. Je pense que ce sera des très très bons. Alors Almeida est beaucoup plus jeune que Yates, hein, mais Yates pour moi sera un très bon leader en vieillissant. Voilà, quand il aura plus du tout la capacité de jouer les grands tours ou des courses d'une semaine par exemple, ce sera un très très bon lieutenant pour Tadej Pogacar, mais aussi par exemple pour Almeida.
Et puis Almeida, je l'ai trouvé vraiment très très bon dans son rôle de lieutenant cette saison pour Pogacar. Voilà, j'ai encore cette image dans le j'oublie le nom de la montée, mais quand Ayuso veut pas du tout faire le boulot et qu'Almeida fait bah attends, on est là pour ça, tu vas venir ici, tu vas venir faire Il ton a bien relais, engueulé, et ouais. voilà quoi. Ouais, et tu vois, je me Oui, suis oui, dit ça a ok, pris une rousse, ouais. ouais exactement. Et je me suis dit ok, là on a vraiment affaire à un vrai lieutenant de Pogacar, un gars très très fort en montagne, très très bon aussi sur le plat pour rouler. Voilà, donc je voulais les mettre ici en 10e position parce que pour moi ça peut être des futurs très bons lieutenants pour Poggi, même si on n'a pas forcément besoin, mais je pouvais pas du tout les mettre plus haut parce que c'est des coureurs très très bons, je sais, mais pour moi c'est quand même des coureurs qui, sans Pogacar, restent des leaders, qui seraient leaders dans beaucoup d'autres formations, donc voire quasi toutes. Donc pour moi je pouvais pas les mettre plus haut, mais j'avais quand même envie de les citer parce que je pense que ça peut être de très bons lieutenants à en devenir. Eh bien, Yates, il fait quand même un podium sur le Tour en faisant le lieutenant il y a 2 ans, donc c'était quand même un très Oui. très bon lieutenant. Moi, je les ai aussi mis en 10e position. Moi, j'ai mis un peu plus généralement l'équipe UAE, je les ai appelés, mais j'inclus aussi Maïka dans cette paire-là. Pour moi, c'est quelqu'un qui l'a montré cette saison-là où il est super fort. Il peut absolument annihiler un peu le ton pour Poggi. Bon, là, en ce moment, ça se fait un peu plus à 100 bornes qu'à 50 bornes de l'arrivée, mais je pense qu'il est aussi un peu responsable de cette domination de Poggi. Et pour moi, Maïka, il méritait vraiment une place dans ce top 10. Je suis d'accord. Eh bien, si nous sommes tous d'accord, on va passer à la 9e place, monsieur Titien. Eh ben écoute, ouais, en 9e position, le choix a pas été facile, mais bah voilà, lieutenant, c'est vrai qu'on pense souvent aux mecs en montagne un petit peu qui aident leur leader et qui font tout péter, mais moi j'ai aussi quand même des super lieutenants, notamment de sprint, et j'en ai 2 à tout vous dire, et le premier qui rentre dans mon classement en 9e position, c'est Mark Renshaw. Je sais pas si vous l'avez, mais moi en tout cas c'est un coureur qui m'a... Je l'ai. Beaucoup bah, plus haut, voilà. je l'ai mis moi. Ah, beaucoup plus haut. Eh ben, on Ouais. en reparlera. Mark Renshaw, ouais, bah, et forcément, il est hyper associé à Mark Cavendish, hein. Ça a été son grand poisson pilote pendant toutes ces années alors d'abord la T-Mobile, puis HTC, non ouais, voilà, Columbia, HTC, tout ça, exactement. Donc, voilà, enfin, que dire des victoires de Cavendish avec Renshaw qui le déposait parfaitement. Je me souviens sur un Tour de France des coups de casque, de Mark Renshaw contre, je crois que c'était Tyler Farrar à l'époque, voilà, pour vraiment le pousser et faire passer Mark Cavendish. C'était vraiment le coureur qui a été dévoué à son sprinter pendant de nombreuses années. Et ce qui est assez flagrant, c'est que quand il emmenait Cavendish, il était hyper rapide au point de terminer souvent deuxième des sprints. Et ce qui est marrant, c'est que il a à un moment voulu passer leader. Je sais plus si c'était toujours chez HTC ou en tout cas à un moment il a eu sa chance en tant que sprinter et d'un coup ça a beaucoup moins marché. Il avait plus cette pointe de vitesse et c'est là ce qui montre que des mecs qui fonctionnent parfois mieux comme des lieutenants où ils se sentent super bien dans ce rôle plutôt que comme vraiment le leader où là bah ça fonctionne beaucoup moins bien. Et ça c'est Mark Renshaw. Il y en a d'autres dans mon classement comme ça et Mark Renshaw c'est vraiment typique de tout ça et donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ce top 10 en 9e position parce que bah voilà, c'était un petit peu il y a un petit bout de temps, il y a des mecs qui m'ont plus marqué depuis ou voilà sur le 21e siècle mais il fallait en parler pour moi. Mark Renshaw, le super poisson pilote de Mark Cavendish. Dis-moi, est-ce que c'est accepté dans le règlement de l'UCI, ça, c'est les coups de casque? Ah bah non, puisqu'il s'était fait exclure, je crois, du Tour de France, hein. Il s'était fait Bien, moi, il est un peu plus haut quand même. Poppy, est-ce que t'as quelque chose d'autre à dire? Non, du tout, bah, je suis comme toi, hein, je l'ai mis plus haut aussi, donc on en parlera plus tard. Eh bien, donne-nous ta 2e position alors. Et bah, 10e position, j'ai pris un coureur qui est en retraite, va prendre sa retraite en tout cas. J'ai mis Sébastien Reichenbach, célèbre lieutenant de Thibaut Pinot, qu'on a beaucoup vu avec le maillot de champion de Suisse notamment. Sébastien Reichenbach, ouais, le lieutenant de Thibaut Pinot dans la montagne, pour moi je l'ai mis ici parce que déjà il y a le côté retraite qui m'a fait un peu de nostalgie pour Reichenbach. Je l'ai toujours vu en course sur le Tour de France l'été. Je l'ai toujours vu aux côtés de Thibaut Pinot et c'était voilà ce petit gabarit qui était pas forcément le meilleur, loin d'être le meilleur enfin très bon montagne, hein, mais loin d'être le meilleur des lieutenants sur le Tour de France, mais il était quand même là aux côtés de Thibaut Pinot. Alors certes Thibaut Pinot souvent malheureux sur les Tours de France, mais
quand même Sébastien Reichenbach. En fait, j'ai vraiment ce côté de camaraderie avec Thibaut Pinot. Vraiment, il y avait ce côté lieutenant, mais j'ai vraiment une sensation de, au-delà du fait que voilà, c'est notre travail, voilà, on court des courses. Moi, je suis là pour aider Thibaut Pinot. Il y a vraiment ce côté de fraternité qu'on pouvait retrouver chez Sébastien Reichenbach. Et du coup, j'avais envie de le mettre dans mon top 10 quand même, parce que c'est pas le premier mec à qui on va penser, mais c'est quand même, pour moi, il a parfaitement rempli son rôle de lieutenant, c'est-à-dire que bah, il a fait le maximum qu'il pouvait avec ce qu'il avait. Et voilà, très très bon grimpeur, très 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 bon coéquipier. Et c'est aussi ça qui fait pour moi se démarquer un lieutenant, c'est la complicité que tu peux avoir avec ton leader. Et je trouvais que Reichenbach et Thibaut Pinot, ça fonctionnait vraiment bien. Donc voilà, je voulais le mettre ici. Donc j'aurais pu le mettre en 10, mais j'ai préféré le mettre en 9 parce que pour moi, il remplit plus ce rôle de lieutenant qu'un Adam Yates Adam Yates, pardon, ou Almeida. Eh bien, moi, pour ma 9e place, j'ai mis un mec de la Sky pour changer. Parce que, bon, moi, je pense que je vais faire un peu un top 10 de la Sky, mais moi, j'ai mis Geraint Thomas en 9e position parce que, en fait, c'est aussi quelqu'un qui est pas vraiment un domestique, ça a été un leader plus tard, mais pour le boulot qu'il a fait pour Chris Froome, etc. Et en fait, c'est un peu je pense que il a eu vraiment 2 moments dans sa carrière où un moment au début il bossait pour les autres et après il a vraiment explosé, mais je suis pas sûr que c'était quelqu'un qui était vraiment il mérite son Tour de France, etc. Mais j'étais pas sûr que ce soit quelqu'un qui était fait pour gagner le Tour de France autour des gens qu'il avait. Et en fait, finalement, il gagne ce tour, mais faut pas oublier tout le boulot qu'il a fait autour pour Froome, et donc je l'ai mis en 9e position. Bah, rien à dire, ouais, moi j'étais très étonné quand il a gagné le tour. Pour moi, effectivement, c'était vraiment un lieutenant. Et bon, ensuite, la suite lui a donné raison, puisqu'il a enchaîné les podiums de Grand Tour. Donc voilà, rien à dire de plus, je suis d'accord. Non plus, ouais, j'ai pas forcément pensé parce qu'il y a ces résultats récents qui viennent tout de suite à l'esprit, mais c'est vrai que Geraint Thomas, voilà, ça a été pendant de nombreuses années un très très bon lieutenant, donc je suis d'accord avec toi, Loïc. Eh bien, Titien, est-ce que tu nous donnes ta 8e position? Eh oui, bah écoutez, les souvenirs d'enfance ressurgissent. J'ai grandi avec les années Armstrong, l'US Postal notamment. Et là, je vais vraiment donner un pur lieutenant, parce que c'est un mec, je pense, qui n'a jamais gagné ou très peu. Je sais pas si vous avez ce nom, en tout cas en tête, je suis pas sûr que vous l'ayez mis. J'ai mis José Luis Rubiera. Un des grands lieutenants de Lance Armstrong, un des derniers lieutenants en montagne qui avait été recruté en 2001. C'est très simple, souvent t'avais des mecs comme Incapié ou Landis qui faisaient tout de suite les pieds d'école 1 ou 2 kilomètres, et ensuite t'as Rubiera qui met en action. Quand Rubiera il prenait le relais, t'avais encore 50 mecs dans le peloton. Quand il s'écartait, ils étaient plus que 5-6. Donc non, c'était un formidable grimpeur, un mec, voilà, dès que Armstrong, c'est le mec qui faisait accélérer en montagne dès qu'il voulait que ça pète. Et je me souviens encore de cette image dans 2001, Armstrong, sur une des grosses étapes du Tour, avait fait semblant d'être mal. Il avait laissé l'équipe d'Ulrich rouler toute la journée. Là, c'était une étape qui se terminait à l'Alpe d'Huez. Dans l'école précédente, il était au supplice. Enfin, il faisait semblant, en tout cas, d'être au supplice en fond de paquet. Et puis au pied de l'Alpe d'Huez, et là, il lui restait Rubiera comme équipier dans un groupe de 30 coureurs. Il le fait sprinter pendant 1 kilomètre au pied de l'Alpe d'Huez, et puis ensuite, voilà, il y avait plus personne déjà dans la roue, et puis Armstrong il s'en va, il colle 2 minutes à Ulrich et Bellocchi et autres, Christophe Moreau de l'époque. Donc ouais, moi c'est vraiment lié aux souvenirs d'enfance. C'est le coureur qui m'a fait marquer, c'est le coureur qui m'a marqué. L'US Postal, on se souvient, c'était un train impitoyable en montagne, et José Luis Rubiera, c'était vraiment un des mecs incontournables de ce train qui faisait tout exploser. Donc pur lieutenant, voilà, qui avait jamais sa chance, mais voilà, pour moi, forcément, j'ai grandi avec ça, j'ai grandi avec ce coureur, et il m'a beaucoup marqué dans ce rôle-là, donc je voulais le mettre dans le top 10, parce que c'est pour moi vraiment le pur lieutenant qui faisait tout péter et qui mettait tout le monde dans le rouge, et son leader n'avait plus qu'à finir le travail. Donc voilà, José Luis Rubiera en 8e position de mon classement. Eh bien moi, il n'est pas dans mon classement, mais c'est vrai que l'image de l'US Postal qui amène Armstrong, comme tu as décrit sur l'Alpe d'Huez, c'est un peu l'image de l'US Postal que j'ai. Moi, je les ai pas vus courir, mais je me souviens de regarder des images d'archives et de me dire, est-ce que c'est une étape au sprint qui arrive, ou est-ce qu'ils rentrent dans un col? Et tu fais bien de montrer les gens qui travaillaient pour
pour Lance Armstrong, même s'ils étaient pas tout à fait clean. Recommandable. Je pense qu'on a tous l'image en tête avec le fameux reportage qui a traîné là, où ils partent dans l'Alpe d'Huez comme des brutes et avec le commentaire de, je sais plus comment il s'appelle ce gars-là, mais Hugo Ferrari. Attends. Non, je pense à un autre mec, tu sais, où c'est la vidéo où mais oui, le mec qui parodie les tape dans le doigt à Chavanel, c'est son fils à ce moment-là. Enfin, tu vois, cette vidéo. Ouais, c'est Hugo Ferrari, je crois qu'il fait c'est un trailer, je crois qu'il fait ça. Ouais, et bah, ok. Mais cette vidéo est mémorable, mais du coup. C'est bien, papa, maintenant tu vas aller faire du tempo. Oui, voilà, elle est incroyable. Et mon Sylvain en tête. Voilà, il avait 10 minutes au pied, 10 minutes. Ouais, c'est fou. Et ça, quand tu vois tout ça, tu te dis, les types, c'était des machines. Ah, ils étaient très bien huilés. Hein. Ah bah oui. Et bien, Poppy, est-ce que tu peux nous donner ton prochain dans le classement? Ouais, carrément. Et bon, on en a parlé tout à l'heure. J'ai mis Woodpulse en 8ème position. Voilà, ça m'a aussi marqué ces années Sky. Et comme Titien l'a dit, Chris Froome et Woodpulse avaient globalement le même gabarit. Moi, je sais que souvent je les confondais, hein, donc c'était pas très pratique. Mais voilà, gros lieutenant de Christopher Froome, capable de mettre un tempo mortel dans les ascensions. C'était pas le meilleur des lieutenants de Chris Froome, on en reparlera évidemment plus tard. Mais voilà, il avait ce côté de tueur en montagne. Quand on le voyait, on se disait, mais attends, mais en fait, Woodpulse, il est meilleur que Chris Froome, là. Regarde le rythme qu'il est en train de mettre. Genre, les Quintana derrière, les Contador, ils sont complètement fous. C'est compliqué. Et c'est vrai que Woodpulse, voilà, moi, ça m'a beaucoup marqué dans ma jeunesse. C'était cette domination Sky. Elle était représentée en montagne par Woodpulse. Donc, oui, forcément, obligé de le mettre. Ici, a déjà tout dit, hein, Woodpulse qui calme les attaques des rivaux de Chris Froome, canette de coca à la main. Bon bah voilà quoi, genre, ça te met un peu le niveau du gars. Mais oui, franchement, il a été là pendant toutes les bonnes années. Non mais c'est complètement dingue. C'est un peu aussi l'image du papa qui va faire du tempo. Hein. Je bois ma canette de coca, puis je vais me rattraper quoi. C'est sûr, il prend sa petite gorgée, il fait attendez 2 secondes, on peut se calmer là s'il vous plaît. Non mais vraiment, voilà, il a été là tout le temps pour les années Froome, donc Woodpulse évidemment, et puis il y a aussi ce côté qu'en tant que leader maintenant, voilà, il y a l'âge qui est arrivé aussi, mais voilà, on sent que c'est pas non plus, tu vois, je le trouvais beaucoup plus impressionnant en tant que lieutenant, donc voilà, ça m'a fait dire ouais, Woodpulse c'est un lieutenant en fait, c'est un lieutenant et moi il m'a marqué dans ma jeunesse, donc c'est pour ça que je voulais le mettre. Eh bien, messieurs, moi, pour ma place, j'ai mis Marc Rantzow. Titien l'a déjà très très bien décrit et je pense que c'était un peu le feu. Enfin, si Cavendish a gagné autant d'étapes, c'est aussi grâce à lui et c'est beaucoup grâce à lui, avec d'autres qui viendront plus tard dans le classement pour moi. Mais en fait, chez les sprinters, j'ai l'impression qu'on oublie pas mal les poissons pilotes c'est pas l'image qu'on a vraiment des lieutenants, des domestiques, parce qu'on voit vraiment la personne en montagne plutôt. Et c'était quelqu'un qui menait parfaitement. Enfin, c'était un vrai poisson pilote qui faisait super bien son boulot, donc il prend cette place pour moi. Ouais, ça ne m'étonne point. De toute façon, moi, je l'ai encore mis plus haut, donc voilà, j'explique aussi, mais globalement, je suis vraiment d'accord avec ce que vous dites depuis tout à l'heure sur lui. Eh bien, est-ce qu'on passerait pas à notre prochaine étape? Yep. Et ben, écoutez, on repart du côté de la Sky pour moi, avec un mec... un des mecs les mieux payés du peloton aujourd'hui, et c'est normal pour moi parce que c'est un des mecs qui a été, tout le monde le voulait dans son équipe comme équipier, il a un temps été leader, mais c'est Michal Kwiatkowski, je sais pas si vous l'avez mis vous. Ah oui, moi il est beaucoup plus haut. Il est beaucoup plus haut, j'ai hésité aussi à le mettre plus haut, et après le fait est, avec Kwiatkowski, j'ai pas réussi à le mettre plus haut parce que, mine de rien, voilà, c'est quand même un mec qui a été aussi beaucoup leader. C'est ce côté polyvalent qui m'a fait moins le mettre plus haut que des mecs beaucoup plus spécialisés qui sont montés plus haut. Mais Kwiatkowski,
Alors c'est un peu moins vrai maintenant parce qu'il commence vraiment à décliner, mais pendant longtemps ça a été, enfin c'est le mec que tu voulais dans ton équipe pendant un grand tour parce que c'est le mec sur le plat qui va faire le boulot, c'est le mec en montagne qui va faire le boulot et ça je me souviens des images sur le Tour de France 2017 de Kwiatkowski, mais et même en 2018 qui est souvent un des tout dernier équipier en montagne, il avait vraiment un niveau incroyable et que tu vois sa grimace tellement il se faisait mal et quand il s'écartait le mec, j'ai des images de Kwiatkowski qui fait du surplace tellement il a tout donné pour ses leaders quoi. Il était vraiment partout ce coureur. Enfin voilà. Et alors certes maintenant, c'est un petit peu plus difficile pour lui, mais il a traversé toutes les époques Sky. Il a d'abord été lieutenant de Froome, puis ensuite de Geraint Thomas, d'Egan Bernal. Donc voilà, il a été partout sur chaque Tour de France. J'ai l'impression qu'il a toujours été là depuis qu'il est dans cette équipe Sky Ineos. Donc ouais, j'ai vraiment le coureur polyvalent, le couteau suisse Kwiatkowski que tout le monde voulait avoir. Faut pas oublier quand même que c'est un double vainqueur de l'Amstel Gold Race, champion du monde, vainqueur d'Estrade Bianche. Donc il a eu vraiment cette première partie de carrière voilà ponctuée de beaucoup de succès. Il a fait son choix, celui d'aller chez Sky où voilà moi j'étais un peu déçu parce que niveau résultat personnel du coup ça a amené beaucoup moins de choses mais quel gagnant, Kwiatkowski, vainqueur aussi sur le Tour de France, etc. Donc ouais, pour moi, il avait sa place dans ce top 10 de par sa polyvalence et de par le fait que voilà, tout... Et j'ai un autre coureur comme ça que je citerai un peu plus haut, mais tout le monde le veut dans son équipe, ce coureur. Donc voilà, Michael Kwiatkowski, vraiment un super équipier pour moi et je voulais en parler et le mentionner ici. Moi, le fait, il m'a aussi beaucoup marqué. C'est pour ça que je l'ai mis un peu plus haut quand même. Et aussi, enfin, il est champion du monde extrêmement jeune, il me semble aussi, non? Ouais, 2014, donc je pense qu'il avait 24 ans, un truc comme ça, quoi. Oh. Oh, c'est pas si jeune que ça, mais pour les standards de l'époque, c'était quand même assez jeune. À l'époque, c'était jeune. Bon, maintenant, t'as des mecs à 20 ans, hein, ils sont podium du Tour, donc voilà. Mais à l'époque, il a été quand même très jeune champion du monde. Et toi, Pépi, alors cette 7ème place? Juste un petit truc sur Kwiato, c'est vrai que oui, excuse-moi. Non mais t'inquiète pas, hein, y a pas de souci. Non, c'est juste pour ajouter, enfin pour dire que je suis d'accord avec toi, Titien, dans ce côté polyvalence de Kwiatkowski, capable de vraiment faire beaucoup de choses et c'est pour ça que aussi tout le monde le voulait, hein, vraiment, tu l'as dit, cette polyvalence c'était assez incroyable. Et bah du coup en 7ème, j'ai mis, alors là j'avoue que on entre dans des années un peu plus lointaine pour moi. J'ai mis Andreas Klöden. Je l'ai mis ici pourquoi? Parce qu'en fait c'est un mec, je me suis dit voilà, bon, Andreas Klöden on le connaît, hein, on connaît l'allemand, mais j'ai eu du mal à le mettre plus haut parce que je me suis dit bah en fait Andreas Klöden pour moi c'est un mec qui avait les capacités d'être plus qu'un simple lieutenant. Il avait vraiment de quoi faire et les mecs que j'ai devant lui dans ce classement m'ont étonnamment, tu vois, je vois leur nom, je me dis, ah ouais, bah, le lieutenant, vraiment, les mecs, c'est des hommes à tout faire. Et il y a un gars qui est au-dessus de lui qui, pour moi, est un peu amélioré de lui. Donc, j'ai eu du mal à le mettre, je pouvais pas le mettre plus bas, mais j'avais du mal à le mettre plus haut. Je sais pas si vous l'avez mis dans votre classement, je pense que oui, mais je sais pas si vous l'avez mis plus haut, beaucoup plus haut. Je sais pas trop. Titien, notre cher encyclopédie. J'y ai pensé et je l'ai pas mis et Okay. je regrette un petit peu. Je sais pas si je l'aurais mis très très haut ou si en zone de collecte, mais oui, t'as raison, c'est un petit oubli de ma part. Klöden, c'était quand même le lieutenant de Jan Ullrich, donc après il y avait beaucoup de monde, mais maintenant que t'en parles, oui, Klöden, je suis totalement d'accord avec toi, un super lieutenant. Mais tu vois, il a quand même des belles victoires aussi, donc je sais pas, j'ai eu du mal. Non, mais après, ils ont tous des belles victoires, hein, finalement. Oui, bien sûr. Ils sont beaucoup à avoir bien gagné quand même. Non, t'as tout oui, à fait je pensais aussi que ce classement est extrêmement personnel et enfin, je pense qu'il sera beaucoup plus divers que ce qu'on a eu avant. Mais moi, personnellement, tu vois, par exemple, il est pas dans mon top 10 et je l'ai complètement zappé aussi. Ouais, je comprends. C'est vrai qu'il y en a beaucoup finalement des lieutenants, tu vois. Et c'est vrai qu'Andreas Klöden, moi j'ai quand même le souvenir, on a regardé des vidéos par-ci par-là, tu vois, de son nom, il ressort souvent. Il ressort, il est là aux côtés de Jan Ullrich, c'est lui qui l'emmène à aller gagner ses Tours de France. Donc voilà, je me suis dit ouais quand même si je me voyais pas ne pas mettre Klöden dans le classement. Après la question c'était où le mettre et je trouvais que cette 7ème place ça lui allait bien. Donc voilà, hein, très difficile de le classer, Andreas Klöden.
Eh bien, moi, pour ma 7e place, j'ai mis Tim de Klerk, le Belge qui est appelé le tracteur. Moi, c'est une image de lui, c'est celui qui étire le peloton et qui amène les gens sur les classiques et qui qui peut qui peut être devant à je sais pas combien de watts pendant des heures et sur des bornes et des bornes. Je comprends pas comment ces gens-là sont faits, mais faire, je pense environ, j'imagine plus de 300 watts de moyenne constante comme ça. Je trouve ça absolument surhumain et c'est ce genre de personnage. Il me semble qu'il a été nommé aussi par les coureurs il y a quelques années comme le meilleur domestique d'une saison. Et je voulais lui rendre hommage en le mettant dans ce classement. Je sais pas ce que vous en pensez. Je l'ai pas mis parce que je le considère plus comme un pur équipier qu'un lieutenant. Je comprends ce que tu dis, hein, je pense que c'est un mec que tout le monde veut dans son équipe. La preuve, j'ai l'impression que chaque année, il est sélectionné sur les championnats du monde alors que c'est, en termes de niveau, je pense qu'il y a des Belges qui sont meilleurs, mais c'est vraiment le pur équipier. Mais j'arrivais pas, moi, j'y ai pensé, hein, mais j'arrivais pas à le faire rentrer dans la catégorie lieutenant. C'est vraiment plus le mec qui va rouler, le roule toujours derrière les échappées, tout ça, mais bah voilà, pas assez décisif pour que moi je me décide à le mettre dans mon classement. C'est vrai que c'est pas le dernier homme, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord avec Titien sur ce côté vraiment très bon équipier, mais pour moi pas assez le rôle de lieutenant. Eh bien alors sur ce, on passera sur notre 6e place. Titien. Et bah écoutez, on parlait d'un Polonais Kwiatkowski en 7e, moi je suis resté sur un Polonais de 70 ans qui est dans le peloton depuis 40 ans, un mec qui emmène ses leaders depuis... Non, bah je vais parler de Rafał Majka, hein. Je vais parler de Rafał Majka, voilà, qui a eu sa petite période de leader par-ci par-là. Moi, je me souviens, Majka, il m'a beaucoup marqué d'abord en 2014 sur le Tour de France avec ses 2 victoires d'étape. Je sais pas si vous vous rappelez son petit clin d'œil en pleine ascension là, à la moto-caméra, enfin ce maillot à poids, voilà. Et puis ensuite, voilà, à partir de ces années-là, il est vite d'abord devenu le lieutenant d'Alberto Contador à la Saxo. Puis ensuite, il a eu ses années Bora, il me semble, où il a retenté sa chance un petit peu en tant que leader. Ouais. Alors, il a fait des belles places, mais finalement, voilà, Majka, je crois que sa meilleure place, c'est peut-être sur une Vuelta où il termine 4e, je crois, en 2015, mais je suis pas vraiment sûr. En tout cas, je crois qu'il a jamais attrapé le podium d'un grand tour, mais je peux me tromper. Et finalement, voilà, il est rapidement revenu, je sais plus à partir de quelle année, dans cette équipe UAE. Après, je crois que c'est 2020 ou 2021 qu'il arrive chez UAE, après avoir essayé chez Bora de faire des super résultats, mais ça a été un petit peu plus compliqué. Et puis voilà, je trouve qu'il s'épanouit pleinement depuis 4 saisons dans ce rôle de super équipier grimpeur là de Tadej Pogačar. Je me souviens de Shifumi avec Tadej Pogačar là sur je crois c'est le tour de Slovénie l'année dernière où ils arrivaient tous les deux en arrivée et ils jouaient la victoire à Shifumi. Majka, voilà, je trouve qu'il a retrouvé un excellent niveau en montagne, il est souvent là pour faire la différence quand il reste moins de 10 mecs dans le groupe, donc c'est vraiment un lieutenant de montagne, un pur lieutenant de montagne. C'est pas le mec qui depuis de nombreuses saisons va aller chercher des victoires, mais c'est le mec que je pense Tadej Pogačar a envie forcément d'avoir dans son équipe parce qu'il sait que quand Majka va se dresser sur ses pédales en montagne, certains ils vont en pleurer derrière. Donc voilà, pas rentrer dans mon top 5 parce que devant c'est que des super champions pour moi, mais Majka c'est un lieutenant exemplaire du 21e siècle, donc voilà, je l'ai fait rentrer à cette 6e place. Moi, je l'ai mis plus haut, donc voilà. Ah, mais moi, il est déjà passé dans mon classement, mais c'est vrai que après tes magnifiques arguments, j'en regrette déjà mon choix. Et toi, Poppy, alors? Eh bien, moi, en 6e place, là, je pense que je vais pas trop en parler, parce que je pense que Titien l'a mis beaucoup plus haut, mais j'ai mis un mec qui, pour moi, était peut-être l'un des meilleurs lieutenants de ces 20 dernières années, mais en fait, j'ai mis Roberto Heras ici. Ah oui, je l'ai mis beaucoup plus haut. Ouais. Je vais juste expliquer alors pourquoi je l'ai mis juste ici.
Je l'ai mis sixième parce que en fait Roberto Heras, il était vraiment là, il était très très fort. J'ai lu pas mal d'articles et voilà, c'est vrai qu'il avait l'air vraiment impressionnant en montagne et vraiment je pense que s'il avait été dans le peloton actuel, ça aurait pu faire vraiment très très mal. Mais en fait, tu vois, quand tu regardes le palmarès de Roberto Heras, c'est quand même quatre tours d'Espagne, tu vois. Bah c'est le lieutenant de ouf quoi. Enfin c'est Oui. pour le meilleur leader de l'époque. Ah. Quoi, donc voilà. Un lieutenant ne va pas gagner 4 tours d'Espagne, tu vois. Et je me dis, ça m'embête un peu d'avoir dans les comprends. premières places un gars qui a gagné 4 fois un grand tour, tu vois. C'est autant de Tours de France que Chris Froome, tu vois, par exemple. C'est quand même énorme. Alors, on parle de Tour d'Espagne, hein, mais C'est la Vuelta, quoi. faut quand même se les farcir. Donc, je me dis, pour moi, un mec qui gagne 4 fois le Tour d'Espagne, bah, il a plus ce rôle de lieutenant. Ça a été un leader, tu vois. Et pour moi, les gars devant, c'est vraiment des lieutenants à aller à 90-100%, quoi. Et malheureusement, pour moi, Heras, il rentrait pas dans cette catégorie-là. Donc, c'est pour ça que je peux le mettre que sixième. Mais si on avait parlé que qualité, hein, il aurait été, je pense, premier, en tout cas dans le top 2, c'est sûr, mais premier sûrement. Donc, voilà, j'ai pas pu le mettre plus haut, malheureusement. Désolé. Bah non, mais chacun. Bah, Je donnerai mes arguments. Oui, voilà. J'ai hâte d'écouter. moi, j'avoue que sur l'US Postal, je vais rien dire parce qu'en fait, j'ai vraiment fait un peu un coup de bluff, un coup de triche. Vous verrez plus tard. Il les a tous mis en premier. Il a mis le 9 de l'US Postal. Toute l'UAE, En toute première l'US Postal, toute la Sky. Eh les gars, chut, je vous dites pas. Aïe 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 aïe. Du coup, pour à la porte du top 5 pour moi, on a Wout Poels qui est là. Bon, on en a déjà parlé avant. C'était quelqu'un qui avait pas. Bon, j'ai pas l'impression que c'était quelqu'un qui avait une super réputation aussi dans le peloton. C'était pas quelqu'un qui était vraiment très apprécié du public et l'avoir vu gagner l'année dernière, enfin il y a 2 ans ou l'année dernière, il y a avec Bahreïn, c'était quand même une jolie image et c'est un Néerlandais qui pour moi aurait pu quand même gagner. Alors peut-être pas des grands tours, mais qui aurait pu vraiment gagner des courses d'une semaine et peut-être aller un peu plus loin. Mais finalement, il a jamais vraiment fait ça. Il a jamais été vraiment un leader. Il part chez Astana pour vraiment la fin de sa carrière. On verra ce que ça pourra donner, mais je pense que c'est une petite retraite anticipée pour notre Wout Poels. Rien à dire, voilà. On a fait le tour sur Wout Poels, je crois. Dommage. Eh bien, messieurs, on rentre dans les 50%, le top 5. Ouais. Bon, est-ce que mon cinquième va faire débat ou pas? Moi, les gars, j'ai mis un mec limite. Alors, c'est un des grands leaders du peloton actuel. Hein, vous allez vite savoir de qui je parle. Mais pour moi, il m'a encore. Il m'a encore plus. Hein, ouais, Tadej Pogacar, lieutenant de Fabio Aru sur la Vuelta 2019. Hein, bon, bah, on a vu qu'il n'est pas resté lieutenant longtemps. Hein. Oh non. Surtout s'il avait fallu attendre Fabio Aru, il serait encore sur la route. Mais non, c'est pas très gentil ça. Non, bah j'ai mis Wout van Aert en 5e position. Je sais pas si vous l'avez mis dans votre classement, peut-être pas. Il est au même endroit. Bah il est au même endroit. Ah bah voilà. Voilà parce qu'en fait, on s'est tous dit bon, à la fois c'est un super lieutenant et puis à la fois c'est pas un lieutenant, donc je vais le mettre 5e parce que comme ça c'est un peu le milieu, c'est ça. Tu lis dans mon esprit, là, c'est pas possible. Voilà, non mais comment dire, en fait c'est pareil. Jonas Vingegaard, tout ce qu'il demande à chaque année, c'est d'avoir Wout van Aert dans son équipe sur le Tour de France. Il a tellement fait de différence pour Van Aert sur les tours 2022 et 2023 et surtout ce Tour 2022 de Van Aert en équipier. Alors il gagne des étapes, c'est super, mais j'ai souvenir de Wout van Aert qui attaque au kilomètre 0 sur l'étape d'Otakam, qui attaque 15 fois dans l'étape dans l'échappée, qui est au pied d'Otakam, qui se fait rattraper, et surtout Wout van Aert en montagne, ce mec de près de 80 kilos, qui fait exploser Tadej Pogacar de la roue et quand même Wout van Aert sur au toit du Tour, quoi. Donc non, mais Wout van Aert, alors certes, il est pas souvent équipier, mais quand il est équipier, il n'y a pas mieux dans le peloton, par sa polyvalence, par son abnégation. Je trouve que ce mec, contrairement peut-être à un Mathieu Van Der Poel, je trouve qu'il est un peu plus solo. Wout van Aert, c'est un super coureur parce qu'il a il a un dévouement sans faille quand il est dans ce rôle d'équipier. Et ouais, non, je trouve que c'est assez incroyable. Même en 2023, il était moins fort, mais il faut pas oublier ce coup de l'étape alors, je sais plus qui passait par le Tourmalet dans les Pyrénées. Là, je sais plus exactement où ils arrivaient, mais Vingegaard qui attaque dans le Tourmalet, qui retrouve
Van Aert dans la descente, et Pogačar et Vingegaard, ils arrivent 3-4 minutes devant le groupe de poursuivants, quoi. Wout Van Aert, il a fait des différences énormes dans ce rôle-là. Alors, c'est exclusivement sur le Tour de France à chaque fois, mais pour moi, ça suffit alors ça suffit pas pour le faire gagner, évidemment. De par son également rôle de statut d'incontournable du peloton, mais quand il est équipier, bah c'est juste l'équipier parfait, il peut tout faire, il sait tout faire, il a un vrai dévouement, donc je voulais le faire entrer dans ce top 5. Eh bien, moi, en fait, c'était un des mecs que en fait, je savais vraiment pas du tout placer. Il aurait pu être dans les mentions honorables parce que c'est vraiment trop un leader et qu'en fait, c'est pas vraiment un lieutenant, mais en fait, il a fait des trucs tellement bien que sur ce tour que en fait c'est vraiment le meilleur lieutenant que Vingegaard veut tout le temps. Ça a été très dur de le placer, même à 10 minutes avant le classement il était vraiment 10e, puis après il est remonté. J'ai vraiment eu du mal à le placer moi personnellement. Ouais, vraiment, je te comprends, hein. En fait, Wout van Aert, il a toutes les qualités d'un bon lieutenant. Tien l'a expliqué tout à l'heure, ses qualités en montagne, mais voilà, c'est aussi sur l'étape du Granon. Non, pas sur l'étape du Granon, mais c'est l'année passée dans le Galibier, je crois. Où voilà, c'est lui qui ramène tout le monde dans la descente. Enfin, très bon en descente, très bon sur le plat, très bon pour emmener aussi enfin pour faire les sprints ou alors emmener sur des sprints, hein. On l'a pas vu en tant qu'équipier là-dessus, mais qui peut être très très bon. Et puis en montagne aussi très très exceptionnel. Enfin voilà, Wout van Aert, c'est un homme à tout faire incroyable. Tu sais le lieutenant que tu veux dans ton équipe. Voilà, à l'heure actuelle, je pense qu'il est capable de tout offrir, de tout faire, de te placer à n'importe quel endroit. Il a aussi une très bonne lecture de course, donc ce qui fait que dans des situations un petit peu compliquées, voilà, par exemple à 10-15 bandes de l'arrivée, sur des étapes qui peuvent être un peu piégeuses, bah, je pense que tu es bien content d'avoir Wout van Aert dans ton équipe. Ou sur une étape où tu peux perdre le tour, hein. Voilà, je pense que sur une étape pavée, si t'as Wout van Aert, t'es quand même plutôt rassuré et il peut t'emmener vraiment au bon endroit. Voilà, c'est vrai que c'est très dur à placer parce qu'il a ses qualités de lieutenant exceptionnelles. Et quand il est dans ce rôle-là, il est vraiment incroyable. Mais il a aussi voilà, Wout van Aert, c'est aussi un leader, hein, mine de rien. Donc, très très dur à placer. Mais ouais, trop de qualité en fait pour ne pas le citer dans ce classement pour moi. Bah, ce qui est dur, c'est que je pense qu'il y a vraiment un Van Aert des grands tours et du Tour de France et un Van Aert du reste de la saison où c'est vraiment un pur leader sur les classiques. Mais c'est vrai que quand vient le Tour de France, alors il joue sa carte sur quelques étapes. On l'a vu il y a quelques années où il a vraiment énormément gagné. Il sort avec le maillot vert, mais en fait, ces 2 dernières années, t'as vraiment l'impression qu'il est venu en tant qu'équipier sur le Tour, en essayant peut-être de gagner une étape, mais ce qui est vraiment, c'est presque, c'est pas réducteur, mais de le dire c'est vraiment seulement un lieutenant, c'est vraiment pas le cas. Et c'est pour ça que ça m'a fait vraiment hésiter sur ce top, le placement sur le top 10, quoi. Je comprends, mais au final, on s'y est tous retrouvés finalement. Oui. Eh bien, comme on a tous le même, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire sur Van Aert ou est-ce qu'on passe à la 4e place? Bon, allons-y. 4e place. Vas-y, tiens. Eh ben écoutez, je vais vous faire deviner. Si je vous dis Elia Viviani 2018-2019, Sam Bennett 2020 et Mark Cavendish 2021, est-ce que vous voyez un point commun à tout ça? Oui. Voilà, l'équipe Deceuninck Quickstep à l'époque, tous des mecs qui ont dominé le sprint ces années-là, alors que les années d'avant ça marchait pas, et tous des mecs qui ont été emmenés par le même homme. Un mec qui a fait des passes D incroyables pour moi, très très sous-coté, je pense Mikhail Morkov. Je sais pas si vous l'avez mis dans votre classement. Non, mais tu sais, il aurait pu toquer, hein. Ah bah moi il est pas dedans, mais j'ai même hésité à le mettre sur le podium, et après non, ah ouais, il y avait des noms plus connus, mais Mikhail Morkov, enfin tous ces mecs là qui sont arrivés chez Deceuninck, ils ont marché de tonnerre, et quand ils sont partis de Deceuninck, bah ça a plus bien marché pour eux, hein. Sam Bennett, ça a coulé quand il est reparti. Elia Viviani, on l'a plus jamais vu comme avant. Mark Cavendish, bah il y a eu son incroyable saison 2021 et ensuite ça a été beaucoup plus dur pour lui, et voilà. Et tous ces mecs, ils ont été emmenés par Mikhail Morkov. C'est vraiment le mec de l'ombre, Morkov, le mec qui gagne quasi jamais, mais
il plaçait ses leaders et il les emmenait à la perfection. C'est pour ça que pour moi je l'ai mis plus haut que Renshaw. C'est parce que Renshaw, alors certes je pense que Renshaw on se souvient plus de lui parce que c'est le mec de Cavendish, mais ça a été le poisson pilote d'un seul homme, tandis que Morkov il a su s'adapter à plein de sprinters différents pour les emmener vers la victoire, et je trouve ça assez incroyable. C'est vraiment le lieutenant dévoué qui a jamais eu sa chance, mais ouais, toutes ces passes D à ces sprinters. Enfin, moi, je me souviens même d'une des victoires de Cavendish où Morkov freine sur la ligne pour laisser passer Cavendish tellement il était fort, ce mec. Donc, ouais, il aurait pu avoir des belles victoires, mais c'est pareil. Je pense que je suis pas sûr que ça aurait marché pour lui dans ce rôle de sprinter, mais il s'est totalement épanoui pendant 4-5 ans là dans ce rôle de super poisson pilote, et ouais, c'est cette pluralité de sprinters qu'il a réussi à faire grimper au sommet. Alors il a pas fait tout seul hein. L'équipe et le sprinter en question également, ça a forcément joué, mais je suis persuadé que le rôle de Mikhail Morkov a été déterminant, et je pense que c'est un mec qui sera malheureusement pas voilà, je vais pas dire reconnu à sa juste valeur, mais c'est pas un nom qu'on retient. Mais pour moi, ouais, c'est le genre de mec dont on se souviendra pas forcément, mais qui a fait gagner de nombreux mecs dont on se souviendra des noms, eux, pendant très très longtemps. Donc je voulais rendre hommage à Mikhail Morkov. Je crois qu'il vient de mettre un terme à sa carrière, et comme formidable poisson pilote, et c'est pour ça que je l'ai mis au pied du podium. Eh bien, moi, j'avais Morkov à la 4e place aussi, donc tu tapes bien. Oh là là, on a quand même des bel hommage à avoir. On avait à peu près les mêmes. Enfin, il a quand même eu aussi un bon palmarès sur piste, il me semble. Il prend sa retraite. Il devient un coach de l'équipe nationale du Danemark l'année prochaine, et bon, ça a été aussi quelqu'un qui a aidé pour la dernière victoire de Cavendish, donc c'est quelqu'un qu'on retiendra très longtemps, enfin quand même assez longtemps, je pense. Eh bien, Poppy, est-ce que t'as ta 4e place? Ouais, je l'ai. Bah, du coup, c'est dans le même profil, hein. Moi, j'ai mis Mark Renshaw ici. Voilà, Mark Renshaw, célèbre et fidèle lieutenant de Mark Cavendish, le plus grand sprinter de tous les temps selon Radio Fringale. Enfin, de tous les temps. Du 21e siècle selon Radio Fringale. Je voulais le mettre. En fait, j'ai pensé à Mark Renshaw au début de ce classement, quand j'ai commencé à noter des noms. C'est tout de suite venu à l'esprit de me dire, ah oui, mais attends, certes, il y a les lieutenants de montagne, mais il y a aussi Mark Renshaw. Et Mark Renshaw, c'était l'image pour moi du poisson pilote du sprint. Et qui de mieux que d'être le poisson pilote du meilleur sprinter du 21e siècle, et peut-être même de tous les temps. Mais voilà, Mark Renshaw, vous en avez déjà parlé pas mal tout à l'heure. Il a vraiment cette image de lieutenant, finir deuxième aussi parfois sur des sprints où il emmène Cavendish parce que juste il était trop fort. Voilà, il était simplement trop fort, Mark Renshaw. Et puis ensuite, je crois qu'il est devenu directeur, il est devenu gestionnaire du sprint à la Sky, non, si je dis pas de bêtises. Je sais plus si c'est à la Sky. Bref, je crois si c'est à la Sky, ça a pas trop bien marché. Hein. Je crois, ouais. Mais tu vois, il s'est quand même reconverti là-dedans. J'allais pas dire qu'ils avaient fait de bons résultats, hein, mais bon. Mais voilà, ils avaient pas trop de sprinters, quoi. Non, ils avaient pas trop de sprinters. Sky, ça a été compliqué. Enfin bon. Mais tu vois, voilà, il a vécu le sprint, il a vécu pour ça. Et au travers de ces victoires de Cavendish, il faut quand même aussi le mettre sur le papier que voilà, Mark Renshaw a été responsable d'une grande partie des victoires de Mark Cavendish, et qu'aujourd'hui peut-être c'est un coureur auquel on se souvient pas et qui a surfé dans l'ombre de Cavendish, qui sort dans l'ombre de Cavendish maintenant. Mais voilà, moi je voulais quand même mettre Mark Renshaw très très haut, parce que très haut. Je voulais quand même le mettre dans ce classement. Après il est arrivé plutôt haut, mais voilà, c'est vrai que il était, comme t'as dit Titien, à les coups de casque, ça prouve la fidélité du lieutenant envers Cavendish, quoi. Il était là pour que son leader gagne, et il a rempli parfaitement son rôle. Donc voilà, franchement, pour moi, c'était logique de le mettre dans ce classement. Mais les trois gars d'au-dessus, pour moi, m'ont vraiment beaucoup marqué. Donc voilà, c'était obligatoire pour moi qu'il soit là. Écoute, Poppy, je crois qu'on a tranché sur notre dernier écrase les pédales. Cavendish est le meilleur sprinter de tous les temps, donc tu peux le dire haut et fort. Il a amené le meilleur sprinter de tout. Il peut y avoir des sceptiques, on ne sait jamais. Ah non, nous ne disons que la vérité. Donc, alors, j'ai viens de lancer un sondage, 49% pour Mark Cavendish, 51% pour Stefan Kung. Donc non. Non. Et Jean-Patrick Nazon, il récupère combien de pourcentage des voix? Et on parle bien de Jean-Patrick Nazon, un dernier vainqueur français sur les champs, on le rappelle. Hein.
Je suis une fidélité à cet homme. Eh bien, nous rentrons dans l'étape de la partie décisive, la médaille de bronze. Titien, est-ce que tu peux commencer pour notre podium? Bah ouais, bah c'est un mec qui est toujours en activité, un des plus grands lieutenants de notre époque. J'ai mis Sepp Kuss en 3e position. Bon, je pense qu'on l'a tous, hein. Ou Oui. peut-être plus haut. Ouais, Oui. ouais. Bah Sepp Kuss, pourquoi je l'ai mis 3e? Bon, que dire, hein, enfin, en fait, que dire de Sepp Kuss, c'est le lieutenant par excellence. Le mec en montagne qui fait des différences énormes, voilà, un des meilleurs grimpeurs du monde. Et je pense que ce qui montre encore plus que c'est un lieutenant, c'est que je pense qu'il a pas si bien digéré que ça sa victoire sur la Vuelta. C'est très paradoxal de dire ça, hein. C'est quand même la victoire de sa vie. Je suis pas sûr qu'il regagne un grand tour, mais on a vu que cette année derrière, c'était beaucoup plus difficile de remettre en route, que peut-être mentalement. Il vit plus pareil, et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment des mecs qui sont faits pour être lieutenant un petit peu dans l'ombre, et c'est là qu'ils performent le mieux, et ils aiment pas forcément la lumière, et Sepp Kuss a réalisé l'exploit de sa vie, je pense, en allant chercher cette Vuelta. C'est un peu un ovni dans sa carrière, donc bravo à lui, hein. Mais voilà, peut-être que ça a été dur à gérer émotionnellement, et que cette année ça a été un petit peu dur pour lui. En tout cas, voilà, en montagne, il a peu d'égal aujourd'hui en termes d'équipier. Quand il met en route, il reste 3-4 mecs derrière qui sont un petit peu à l'agonie. Donc voilà, l'équipier en montagne que tout le monde a envie quand il est en forme, que tout le monde a envie d'avoir dans son équipe. Voilà, d'abord pour Roglic, ensuite pour Jonas Vingegaard. Donc non, mais rien de plus à dire sur Sepp Kuss, si ce n'est que voilà, il est reconnu, je pense, par la communauté vélo entière comme étant peut-être actuellement le meilleur lieutenant du peloton. C'est pas celui qui me marque le plus, les deux devant m'ont plus marqué que Sepp Kuss, mais rien à dire sur le fait que son dévouement et son aisance en montagne l'ont hissé à cette 3e place de mon classement. Eh bien, moi, il est juste un tout petit peu plus haut, mais pour revenir sur le fait que tu dises qu'il a pas trop digéré son Tour d'Espagne, au-delà de ça, moi, je pense vraiment qu'il a quand même couru les 3 grands tours sur cette saison-là. Et on peut parler presque pas de burn-out, mais je pense que au bout d'un moment, le corps te dit qu'il faut s'arrêter, parce au-delà de sa Vuelta où il gagne, il fait quand même un boulot monstre aussi sur le Tour de France. Le Giro il le gagne aussi, enfin il le gagne avec Roglic, mais il fait partie de l'équipe qui gagne. Cette année-là, Visma gagne les 3 grands tours. Il est dans les 3 équipes qui gagnent les grands tours. C'est quand même un signe qui montre que c'est. Je sais pas si c'était. Il y a un lien très très fort de corrélation entre victoire sur grand tour et la présence de Sepp Kuss, mais ça montre quand même que c'est un très très bon lieutenant. Et puis il faut retrouver, hein, je pense que ça doit pas courir les rues, hein. Les gars qui ont été dans une équipe sur les 3 grands tours, et l'équipe gagne 3 fois les grands tours, tu vois. Surtout qu'il gagne pas le grand tour en tant que simple équipier. Il est vraiment le lieutenant. Ouais. Donc Après, moi, Sepp Kuss, je le trouve un peu gonflé, parce que Tadej Pogacar vient de donner une interview aujourd'hui où il disait oui, c'est assez facile à mon avis de gagner les 3 grands tours. Moi, je l'ai pas fait cette année parce que je voulais pas créer de dissension dans mon équipe, mais je pense que ça avait l'air faisable. Donc bon, Sepp Kuss, voilà, hein, c'était pas un si gros exploit, puisque Pogacar, à mon avis, dit qu'il aurait pu le faire les deux dans le nez cette année. Non, voilà, c'était pour la petite blague. Descendons le classement de l'aigle de Durango. Oui. En fait, finalement, il mérite pas d'être dans le top 10, c'est trop facile de gagner les grands tours. Bien vu. Bah oui. Aucune perf. Sur ces belles paroles, Poppy, sur ta 3e place. 3e position, eh bien, on en a parlé bien plus bas. Moi, je l'ai mis ici. Rafał Majka. Il m'a énormément marqué. Rafał Majka, c'est bientôt un papy du peloton, même si c'est de 70 ans. Rafał Majka, 70 ans. Coéquipier de Louison Bobet à l'époque, on se souvient, sur les pentes du Tourmalet. Non, mais plus sérieusement, Rafał Majka, moi, il m'a beaucoup marqué. Il a vraiment, pour le coup, de cette grosse image du lieutenant. Et les 3 mecs de devant, en fait, hein, les 2 mecs de devant encore ont vraiment cette image-là pour moi. Il s'est essayé un peu en tant que leader, mais ça a vraiment rien donné. Et puis aussi, je me souviens de cette défaillance de Tadej Pogacar dans le Granon. Bah, c'est Majka qui vient faire l'effort, et Majka est plus fort que Pogacar à ce moment-là, mais il est là, quoi. Et on se demande, mais quand est-ce que Rafał Majka va arrêter d'être un lieutenant en montagne? Quand est-ce qu'il va arrêter
d'être toujours la dernière rampe de lancement des leaders, genre parce que voilà, on l'a connu avec Contador, on le connaît maintenant avec Pogacar, Maillot à poids sur le tour, ce qui prouve qu'il a quand même des grosses qualités en montagne. Et puis je sais pas, il a un côté un peu vicelard, je trouve. Moi, j'avais cette sensation-là. Je crois que c'est dans les pentes du Grand Colombier où il part chercher son maillot à poids. Et je me dis, ah purée, mais encore lui. Il est tout le temps là, il est trop fort et ça m'énerve quoi. Et j'aime bien cette image du lieutenant qui a un peu le pot de colle où on se dit, mais comment on se débarrasse de ce gars en fait? Il est fort. S'il est là, bah son leader va vraiment être bien et c'est dangereux pour nous. Mais comment on se débarrasse de Rafał Majka? Et personne n'arrivait à faire ça. Et voilà, Rafał Majka m'a beaucoup marqué. C'est vraiment une belle image du lieutenant et cette longévité aussi qui lui colle à la peau est vraiment c'est très très fort quoi voilà pour être à ce niveau-là. Bon, il est pas si vieux que ça, hein, il est moins vieux que ce qu'on pense, mais on en avait parlé avec Adri en plus récemment, je crois que c'est 33 ans je crois Rafał Majka, pas sûr de moi mais à vérifier. Mais voilà, c'était pour moi il devait figurer sur le podium. Alors il a été quatrième, il a été troisième, il a re-été quatrième et finalement il a été troisième Rafał Majka et je trouve qu'il est bien à cette position-là dans mon classement. Ok. Super Eh bien, fort. pour ma troisième place, moi j'ai Richie Porte. Je pense qu'il est présent dans votre classement. J'ai pas envie de spoiler, mais c'est quelqu'un qui gagne 2 fois Paris-Nice. Mais bon, c'est pas vraiment sur ses résultats individuels qu'on va aller parler de lui. C'était un peu le dernier rempart de Chris Froome. C'était quelqu'un qui a été, enfin, ultra marquant au temps de la Sky. C'était un peu le summum du train de la Sky. Le dernier homme qui aurait pu, pour beaucoup, gagner plus. Eh bien, messieurs, je pense que vous l'avez aussi dans votre top 10. Oui, il est plus haut. Il est plus haut aussi. Mais bon, de toute façon, maintenant, il n'y a plus beaucoup de place. Oui, voilà, c'est Il n'y ça. a plus beaucoup de place là. C'est compliqué de faire Évidemment, on a plus ou moins haut, numéro là. 3 et qu'on dit que Sepp Kuss est plus haut et que Richie Porte est plus haut. Bon, ça laisse plus beaucoup de choix. Oui, bon là, ça va être compliqué finalement, on va faire un top 0. En fait, il y aura une 0e place. Bah, C'est après, vous avez oublié les gars, mais moi en fait j'ai mis l'entièreté d'une équipe dans une position, donc je vais pas faire la mauvaise langue. Donc Titien pour ta médaille d'argent. J'ai beaucoup hésité entre les deux premiers, mais il y en a un qui m'a quand même plus marqué en tant que lieutenant. C'est pour ça que j'ai en deuxième position, j'ai mis Roberto Heras. Que dire, comment on peut avoir un meilleur lieutenant que sûrement un des tout meilleurs grimpeurs des années 2000. Roberto Heras, comme on l'a dit, c'est le détenteur actuel avec Primoz Roglic de victoires sur la Vuelta, 4 victoires. Il était à la Kelmé et ensuite il a signé en 2001 chez l'US Postal. En fait, le deal était assez simple. Heras, tu viens en tant qu'équipier lieutenant numéro 1 de Lance Armstrong sur le Tour de France, et puis ensuite tu vas jouer ta carte sur la Vuelta. Ce qui est marrant, c'est qu'il a fait 3 années à la Vuelta, Roberto Heras. Enfin, il a fait 3 années l'US Postal, 2001, 2002 et 2003. Et c'est enfin en 2003 qu'il a réussi à seulement aller décrocher sa deuxième Vuelta. Et puis ensuite, il a quitté l'US Postal et il est allé chercher deux autres Vuelta. Donc... ouais, finalement, il a pas tant gagné que ça, l'US Postal, mais moi je retiens surtout ses Tours de France. Alors 2003, il était un peu malade, mais 2001 et surtout 2002, bah, je parlais de Roubiera tout à l'heure. Roubiera, quand il s'écartait, et tout le monde était dans le rouge et ils étaient plus que 7-8, et Heras prenait le relais. Il n'y avait plus que Armstrong dans sa roue et un mec comme Ulrich ou comme Bellocchi. Derrière, il n'y avait plus personne, c'était le désert. Il était un tellement bon grimpeur que je me souviens qu'à l'époque, les journalistes, ils le surnommaient le petit frère d'Armstrong parce qu'il avait cette capacité à se mettre en danseuse sur un rythme, enfin voilà, incroyable avec de moulinets, etc. C'était un vraiment pur grimpeur et non, il était incroyable. Roberto Heras, c'était en fait Armstrong, il dominait le peloton du Tour de France et en plus il avait un des 3-4 meilleurs grimpeurs de l'époque à son service comme domestique numéro 1. Donc c'était juste incroyable d'avoir Roberto Heras comme lieutenant. Il a fait si mal aux adversaires de Lance Armstrong. Je me souviens même que sur le plateau de Bay en 2002, Armstrong il s'en va et puis Heras qui a fait tout le travail, il se fout dans la roue de Bellocchi et puis il va même chercher la deuxième place voilà sur la ligne devant Bellocchi. Donc non, bah voilà, je l'ai pas mis premier parce que m'a moins marqué en tant que lieutenant que celui que j'ai choisi, mais ouais, juste sur le niveau intrinsèque d'avoir Roberto Heras comme dernier équipier en montagne, c'est juste incroyable. Donc médaille d'argent pour l'Espagnol.
Eh bien, moi, je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais il est un tout petit peu plus haut. Enfin, ils sont un peu plus haut. Ils sont. Eh bien, donc, Poppy, est-ce que tu as quelque chose à dire sur Eras? Tu l'as déjà mis dans ton classement, donc. Mm. Oui, j'en ai déjà parlé, donc je n'ai pas vraiment de choses à rajouter. Eh bien, c'est ta deuxième place alors. Et bien du coup, pour les deux premiers, hein, je pense que tout le monde a compris que j'avais ou Richie Porte ou Sepkus en deuxième position. Et j'ai tranché. Ça n'a pas été facile de trancher, mais il y en a un qui... Il y a un argument pour l'un qui m'a fait me dire, il sera premier. Et donc du coup, j'ai mis Sepkus en deux. Sepkus, voilà, c'est... Que dire de Sepkus? C'est un coureur, moi, que j'admire, que j'adore. On en a déjà parlé un petit peu, mais voilà, les trois grands tours la même année avec son équipe, alors que l'équipe gagne les trois grands tours, il en gagne lui-même un. Alors, oui, il gagne un grand tour. J'en ai parlé, j'ai dit tout à l'heure hein, que voilà, pour moi, un mec qui gagne un grand tour, il devenait peut-être plus lieutenant, mais c'était peut-être pas le meilleur. Je pense que l'équipe lui a donné aussi et c'était un bel hommage. Et Sepkus, surtout, c'est un gars, on le sait, qui n'a pas du tout la capacité d'être un leader, en fait. Ce n'est pas un leader, Sepkus, et même s'il est très très fort en montagne, là où il est le plus fort, c'est en tant que lieutenant. Et pour moi, ça me fait dire que Sepkus, c'est un top lieutenant. Il a encore pas mal d'années devant lui. Et voilà, aux côtés de Jonas Vingegaard, il a été aux côtés de Primoz Roglic. euh, cette fidélité à la Jumbo également. Et puis, il a vraiment cette allure, tu vois, quand tu le vois à l'avant du peloton en train de rouler, il a vraiment cet instinct de tueur, cet instinct de mec qui se dit, ok, là, alors là, mon but, c'est de tout faire péter. Et je sais pas, Sepkus, il fait flipper aussi, tu vois, il a un peu ce côté flippant de se dire, tu vois, quand il tire la langue, là, cette photo un peu, enfin, ces photos un peu mythiques de Sepkus qui, la langue tirée, qui mordit un petit peu, etc. Voilà, c'est vraiment un mec qui est là pour faire exploser le peloton et dans son tout petit gabarit et avec son style caractéristique, moi, il me fait trembler Sepkus. Franchement, quand je le voyais à l'avant des courses, l'année où les années Roglic et Vingegaard, je me dis mais purée, ouais, il me fait flipper. Il me fait flipper parce que tu sais pas ce qui peut se passer, il peut toujours accélérer, il est vraiment très très fort et voilà, Sepkus pour moi c'est le lieutenant. C'est un lieutenant ultime en montagne, tu le veux dans ton équipe, tu sais qu'en leader il sera pas meilleur que toi. Parce qu'il a pas cette capacité-là. Et du coup, un mec qui sait qu'en tant que leader, ça peut pas passer, bah, en tant que lieutenant, il va se défoncer. Tu vois, là où un Chris Froome, on en a parlé tout à l'heure, qui était lieutenant à la base, mais qui s'est vu plus fort que son leader et il se dit, ah bah en fait, bah, je suis bien, je suis fort. Voilà quoi, genre, il a pas envie de se dépasser encore plus. Sepkus, pour moi, il aura jamais l'idée dans sa tête de se dire, bah aujourd'hui, ok, pourquoi je pourrais pas être leader? Et pour moi, il se perfectionne dans ce rôle de lieutenant en montagne et il le perfectionne tellement bien que ça en devient admirable. Ouais. Je trouve ça admirable de ce que fait Sepkus en tant que lieutenant. Donc voilà, pour moi, il était forcément dans le top 3. Et voilà, j'ai dû trancher, je l'ai mis en deuxième place. Voilà. Eh bien, moi, il est aussi en deuxième place. Je pense qu'on a déjà pas mal parlé de lui, mais je pense pas que sa Vuelta, on lui est vraiment. Enfin, je sais pas si on lui a donné ou pas. Enfin, dans mes souvenirs, on l'attaque quand même dans les dernières étapes et justement, ça avait créé tout un débat, enfin, tout un truc sur les médias. Mais c'était aussi un peu le coup, enfin, je pense la dernière confirmation pour Roglic pour quitter la Visma et pour partir chez Bora. Et c'était, je retiendrai sans doute beaucoup plus Kuss pour ses exploits sur le Tour de France à aider Vingegaard que sur la Vuelta honnêtement. Ouais, ouais, moi aussi j'aurais toujours plus cette image d'équipier qui fait tout péter en montagne. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un pur lieutenant pour moi aussi. Eh bien, messieurs, notre première place, eh bien, Titien, je te laisse annoncer la couleur. Ouais, bah je pense que du coup avec Poppy on a le même, hein. Ouais. Richie Porte. Que dire Mm. d'un mec. Moi, il y a deux choses pour Richie Porte qui m'ont fait l'élire numéro un des lieutenants. C'est un mec, c'est fou, je l'ai beaucoup aimé en fin de carrière, mais je l'ai tellement détesté avant. Moi, j'ai quand même deux traumatismes, Axe 3 Domaines 2013 et la Pierre Saint-Martin en 2015, et Richie Porte, il est à l'origine de ces deux traumatismes, hein. Axe
3 domaines en 2013, Richie Porte qui se lève sur les pédales et tu vois les mecs derrière, les Contador, les Valverde, tous les autres, là, les Schleck, Cadel Evans, mais ils sautent comme du popcorn. Et non mais Richie Porte, il était incroyable. Et en plus, le mec finit deuxième avec 3 domaines derrière Froome qui avait massacré le Tour de France sur cette montée-là. Et deux ans plus tard sur la Pierre Saint-Martin, c'est pareil, Richie Porte qui s'en va avec Froome et Quintana qui essaye de s'accrocher, mais Richie Porte il était tellement fort ce coureur en montagne, il faisait péter tout le monde et moi ça m'a traumatisé. Je détestais la Sky, je détestais leur domination, j'adorais des mecs comme Contador, Nibali, même Quintana, je l'aimais beaucoup et tous ces mecs ils étaient impuissants face à Chris Froome et son armada, et à l'origine de tout ça c'était Richie Porte qui faisait vraiment tout péter. Donc voilà, premier argument pour moi, c'est le lieutenant qui a créé des différences folles, qui était encore assez fort à chaque fois pour aller finir deuxième. Deuxième argument, Richie Porte en 2016, il tente de jouer sa chance et il passe chez BMC. Et là, sur le Tour de France 2016, Richie Porte, avec le maillot BMC, qui emmène à chaque fois en montagne Chris Froome. Il pouvait pas s'empêcher, en fait, de retrouver ce rôle rapidement. C'est lui qui menait tout le temps le groupe avec Froome dans sa roue. Enfin, j'ai vraiment souvenir de voilà, il y avait pas de différence avant, si ce n'est qu'ils avaient le même maillot. Donc, ouais, et puis Richie Porte qui a tenté parfois de jouer sa carte de leader chez l'équipe Sky. Ça marchait jamais vraiment. Alors ça a marché sur des courses d'une semaine, mais j'ai souvenir de Richie Porte sur le Giro 2015 qui était pourtant très très fort en début, mais dès qu'il y avait un couac en fait, voilà, et il arrivait plus à gérer et il était dépassé. Donc voilà, c'est pour moi l'image même du lieutenant Richie Porte, le mec qui faisait tout exploser, qui a mené Chris Froome par plusieurs fois sur le Tour de France, et notamment ces 2 fois 2013-2014 2015 pardon à la victoire. Et ce mec qui a jamais réussi à dépasser finalement son statut de lieutenant, alors que pourtant c'était vraiment un des meilleurs grimpeurs du monde, quoi. Il était plus fort que quasi, à part son leader Chris Froome, il était plus fort que tous les autres. Donc, mais dès qu'il s'est retrouvé dans cette position de leader, c'était tout de suite plus fragile. Et pourtant, je l'ai beaucoup aimé en fin de carrière. Il a réussi quand même à se dépouiller chez Trek pour aller chercher un beau podium du Tour de France en 2020. Donc voilà, un coureur finalement qui me laissera plutôt un bon sentiment en fin de carrière. Mais qu'est-ce qu'il était fort et qu'est-ce qu'il a fait mal à la concurrence dans les années Sky. C'était vraiment le lieutenant qui faisait trop mal. Moi, j'ai vraiment cette image. Donc, première place pour Richie Porte. C'est vraiment le lieutenant de Chris Froome, qui était le meilleur coureur de ces années 2010 en termes de grand tour. Et du coup, le meilleur lieutenant du 21e siècle pour moi. La plus grande victoire, ce sera d'avoir réussi à se mettre en première place de tes cauchemars, alors. Ah ouais, non mais franchement, Comme 10 cauchemars. il était cauchemar. Enfin, lui il peut rien, il fait ce qu'il faisait, mais moi qui étais fan de Contador et tout, qui se faisait dépouiller par la Sky, ouais, je l'avais en cauchemar, Richie Porte. Ouais, bah, je rebondis du coup sur ce que t'as dit, Titien, hein. T'as déjà dit beaucoup de choses, mais tu vois, je disais tout à l'heure, Sepkus, etc., machin, il y a quelque chose qui m'a fait trancher, c'est que Richie Porte, je me souviens de... Alors, peut-être que ça, tu pourras me dire sur quelle étape c'était, mais je me souviens d'un Chris Froome qui attaque, lancé par Richie Porte. Derrière les équipiers qui tentent de suivre, justement, enfin, les équipiers, les autres leaders, hein, donc les Contador, etc., qui essayent de suivre l'attaque de Froome, qui ne peuvent pas. Et puis derrière, un mec, Richie Porte, qui revient tranquillement au train pour finir deuxième de l'étape. Et je me suis dit, mais en fait, Richie Porte, il faisait son rôle de lieutenant. Mais en plus, il venait tuer les mecs de l'équipe adverse mentalement, tu vois. C'est-à-dire que t'as Richie Porte qui met le train et qui fait sauter tout le monde, donc comme ce que fait Sepkus actuellement. Sauf que Richie Porte, il faisait en plus du mal mentalement aux leaders des autres équipes. Et c'est ça qui m'a fait... Ouais, exactement. Et c'est ça qui m'a fait dire, bah, je le mets premier. Parce que vraiment, l'image de Richie Porte, où toi, tu dois être... T'imagines, t'es un Contador, t'as un objectif de regagner le Tour de France, et tu vois un Richie Porte qui te met à l'amende, dans la tête, ça doit tellement faire mal. Tu te dis, mais attends, mais à quel moment je peux contester Froome si j'arrive même pas à contester Richie Porte, qu'est-ce que je fais? Et puis même, ces années leaders à la BMC, t'en parlais, Titien, il y a cette magnifique, je trouve, 3e place sur le Tour de France en 2020 qui récupère, mais il n'a jamais été vraiment un leader affirmé. Il était très très bon, et ses qualités de course faisaient qu'il était très très bon.
mais jamais très dans le leadership. Et tu le dis, hein, l'image de Richie Porte, en fait, qui roulait à l'avant du groupe à chaque fois, mais tu te dis, mais allez, on sait Richie Porte, que toi, t'aimes trop ça. T'aimes trop faire cet effort et, et emmener les autres le plus loin possible. Et puis voilà, vraiment, c'était un tueur. Et ouais, Richie Porte, il était. Enfin voilà, j'ai pas grand chose de plus à ajouter. Moi aussi, il m'a terrifié, Richie Porte, donc c'était logique. Quand j'ai fait le classement, je me suis vu tout de suite le mettre en 1, donc voilà. Eh bien, messieurs, moi c'est moi qui présente, c'est moi qui ferai les règles, et donc moi pour ma première place, je 20 triche. coureurs. J'ai mis donc l'entièreté de l'équipe US Postal qui deviendra la Discovery Channel pour le boulot qu'ils ont fait pour Armstrong. On va appeler ça le train de l'EPO, le train de la testostérone, comme vous le voulez, mais moi ça a été la locomotive qui a écrasé le peloton pendant des années de façon un peu boostée. Il y avait Incapi, il y avait Landis, il y avait Roberto Heras, il y avait Tyler Hamilton. Bon, au travers de toutes les années, je pense que vraiment, ça m'étonne que t'aies pas été plus traumatisé par l'US Postal que par la Team Sky, Titien. Moi, Ah, mais pense c'est que l'enfance. je me souviens- Tu sais, enfin, quand t'es enfant, ça te fait Et plutôt encore rêver. innocent. Non, mais malheureusement, ça te fait un peu plus rêver qu'autre chose. Tu découvres le vélo avec ça. Et j'avais 6 ans, quoi. Enfin, du coup, moi, j'étais plutôt dans un waouh. Enfin, c'est des mecs hyper forts. Maintenant, j'ai bien pris plus de recul, tandis que quand la Sky a martelé j'étais un peu plus mûr sur mon rôle de suiveur de vélo. Donc, je les ai pas vécu pareil, on va dire. Mhm. Eh bien, du coup, pour le boulot de créer ton rêve de jeunesse, moi, je les mets numéro 1. Ce qui n'enlève pas tout le dopage et le rôle presque mafieux qu'avait Armstrong dans le Peloton, et je pense que justement il avait cette aura là, et grâce à ses pieds aussi, et ça bon, c'est pas le côté vélo qu'on aime bien, mais moi je pouvais pas les mettre autre part qu'à la première place. Et bon, comme c'est une bande de tricheurs, moi j'ai triché avec eux et je les ai mis tous en première place. Ouais, bah t'as bien fait, écoute. Voilà, Oui. c'est vrai que c'était le plus grand train, à mon avis, en montagne, le train bleu, comme il était surnommé. Donc voilà, il faisait mal à tout le monde. Même aux spectateurs. Eh bien, messieurs, sur ces belles paroles, je pense qu'on peut conclure. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire? Non, pas spécialement. Bah bravo à toi pour ta première animation de podcast. C'était trop T'applaudis. bien. Et puis je trouve que le thème était vraiment sympa aussi d'aller un peu plus réfléchir sur des coureurs qui paraissaient moins évidents. Donc j'ai une fois de plus kiffé cette émission. Eh bien, si quelqu'un dans les commentaires a des suggestions de thèmes ou des idées pour des futurs écrase les pédales, toute aide est la bienvenue. Et je pense qu'avec l'équipe qu'on a, on tombera jamais en fringale, mais il faut toujours faire attention quand même. Donc, messieurs, j'espère que je vous dis au revoir, et abonnez-vous et likez cette vidéo si ça vous a fait plaisir. Ciao. Merci à tous. Ciao les Bisous à copains. tous. Allez, Romain Bardet!